Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Nous sommes le 10 avril 1955. Ruth Ellis vient de tirer. 4 coups de feu, dont 3 alors que David Blakely est déjà à terre. Il est 21h30, un dimanche de Pâques, dans un quartier chic de Londres. Le calme bourgeois de South Hill Park vient d'être brisé par une exécution en pleine rue, et la vie de Ruth Ellis vient de basculer définitivement. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Ruth Ellis. Quand les policiers arrivent sur place, Ruth est toujours là. Elle ne tente pas de s'enfuir, elle n'efface pas ses traces. Elle attend, cigarette aux lèvres, l'air absent. Lorsqu'un agent s'approche d'elle pour comprendre ce qu'il vient de se passer, elle aurait dit, selon les sources, l'une de ces phrases « Oui, je suis coupable » ou alors « C'est moi, je suis désolée » ou simplement « C'est moi ». Aucune version officielle ne permet de trancher, mais tous les témoignages concordent, elle ne nie pas, elle ne fuit pas. Elle s'identifie immédiatement comme la coupable, avec une étonnante sérénité. Elle est aussitôt arrêtée. Pas de résistance, pas de crise, elle est froide, presque calme. Et c'est ce qui va frapper tout le monde. Les policiers qui la prennent en charge ce soir-là sont surpris par sa lucidité. Pas d'hystérie, pas de perte de contrôle. Ruth Ellis semble avoir accepté son geste avant même de le commettre. Dans le fourgon de police, elle ne parle presque pas. Elle regarde le sol, son maquillage a légèrement coulé, mais elle reste droite. L'un des officiers notera plus tard dans son rapport, elle paraissait absente, ou au contraire, totalement là. Le lendemain, les journaux parlent d'elle comme d'une meurtrière en robe chic, une femme fatale à la voix douce. Ils insistent sur ses cheveux blonds platine, son rouge à lèvres carmin, sa robe bien ajustée. Le Daily Mail titre « A blonde who killed for love », une blonde qui a tué par amour. Le News of the World, lui, parle de la tueuse glacée, tandis que le Daily Mirror souligne sa beauté fatale et son regard vide. Le ton est donné. Ruth Ellis ne sera pas jugée seulement pour ses actes, mais aussi sur son apparence. Elle est décrite tantôt comme une femme brisée, tantôt comme une séductrice dangereuse. La presse n'a pas besoin de preuves supplémentaires. Elle est fascinante, donc elle est coupable. Les titres sont éloquents. La blonde de la mort, le crime au rouge à lèvres, passion fatale à Hampstead. L'opinion publique est déjà divisée et pourtant la justice ne s'est pas encore exprimée. Mais ça, on a l'habitude. Elle est d'abord conduite au poste de police de Hampstead où elle est interrogée pour la première fois. C'est là, dans une petite salle du commissariat, que la police enregistre officiellement sa première déclaration. L'interrogatoire est rapide. Ruth ne cherche pas à nier, elle assume. Elle dit qu'elle a tué l'homme qui l'a fait souffrir, humilié, battu et qui a tué leur enfant à naître. Elle explique l'avoir attendu, l'avoir vu sortir du pub et avoir tiré, tout simplement. Elle ne montre aucune panique, mais une fatigue immense, une sorte d'usure décelée par les policiers. En attendant son procès, elle est placée en détention à la prison d'Holloway. À son arrivée, elle est immédiatement placée à l'isolement dans une cellule austère de l'aile des femmes condamnées. Holloway est une prison réputée dure, où les détenus vivent dans des conditions particulièrement strictes. Ruth est surveillée de près, non seulement en raison de la gravité de son acte, mais aussi parce qu'elle est considérée comme un risque potentiel pour elle-même. Elle n'a pas droit à de véritables effets personnels, et son courrier est minutieusement contrôlé. Les gardiennes qui l'observent au quotidien témoignent plus tard de son calme impressionnant, presque irréel. Jamais un cri, jamais de colère, Ruth Ellis semble simplement attendre. Et en attendant, ses enfants Andy et Georgina sont confiés à sa mère, Bertha, qui vit toujours dans leur petite maison familiale. À ce moment-là, Ruth sait déjà qu'elle ne les reverra sans doute jamais.
Les premières semaines d'incarcération sont marquées par le silence. Ruth parle peu, mange peu. Elle écrit quelques lettres, notamment à sa mère, pour s'assurer que les enfants vont bien, mais elle ne plaide pas sa cause. Elle ne cherche pas à s'expliquer. Elle attend que tout se termine. Dans une lettre retrouvée plus tard, elle écrit « Je n'ai pas fui, je n'ai plus rien à perdre. J'ai tout donné et il m'a tout pris. » C'est dire à quel point Blakely l'avait brisée avant même que sa vie ne s'effondre. Le procès s'ouvre le 20 juin 1955 à l'Old Bailey de Londres. Il ne durera qu'une journée. Une journée pour une vie. La salle est comble, la presse est là, en nombre. On s'arrache chaque mot, chaque regard, chaque expression du visage de Ruth. Elle est décrite comme froide, impassible, mais digne. Le jury est composé de 9 hommes et 3 femmes. Une jolie parité donc. Le juge, M. Havers, tient à ce que l'affaire soit traitée avec rapidité et sérieux. Cette volonté s'explique par plusieurs raisons. D'abord, à l'époque, la loi impose encore la peine de mort pour tout meurtre reconnu sans circonstances atténuantes. Le rôle du juge est donc avant tout procédural. Ensuite, Havers veut éviter que le procès ne se transforme en spectacle, car l'affaire est déjà massivement médiatisée. Mais il y a une autre dimension, une autre raison un peu plus intime. Selon des sources postérieures à l'affaire, Havers aurait personnellement été troublé par cette affaire. Il aurait confié à son fils, Michael Havers, futur procureur général, qu'il avait été profondément affecté par la condamnation de Ruth et qu'il espérait un changement de loi. Il applique donc le droit, mais non sans réserve. Et vous verrez que son attachement à cette affaire va se confirmer plus tard. Et lors du procès, ça se sent dans sa façon de contenir l'émotion de la salle et de maintenir un ton austère tout au long de l'audience. Le procureur expose les faits. Il insiste sur la préméditation. Ruth s'est procuré une arme, a localisé David Blakely, l'a attendu et lui a tiré dessus. C'est clair que dit comme ça, tout est contre elle. Il parle d'une femme jalouse, enragée, déséquilibrée. Un crime de passion, certes, mais un crime préparé. La défense, dirigée par l'avocat Sidney Silverman, tente d'évoquer les violences que Ruth a subies. Ce n'est pas elle la jalouse, ce n'est pas elle la déséquilibrée, c'était lui. Les coups, les fausses couches, la dépendance affective, l'emprise, le chaud et le froid qu'il lui soufflait sans cesse. Il plaide pour la reconnaissance de circonstances atténuantes ou au moins pour que la peine de mort ne soit pas automatique. Il évoque un contexte de domination masculine, d'abus répétés, d'une société qui pousse les femmes au bord du gouffre sans jamais les regarder tomber. Mais Ruth elle-même refuse de s'y appesantir. Elle ne pleure pas, elle ne se lamente pas. Elle confirme avoir tiré et ajoute « Je voulais le tuer, il m'avait fait trop de mal ». Cette phrase, simple et tragique, fera la une de tous les journaux le lendemain. Et son avocat sait déjà que ça la condamne. Le jury délibère, 30 minutes, c'est tout. Le verdict tombe, coupable de meurtre avec préméditation. La peine est automatique, c'est la pendaison qui l'attend. Un silence glacé tombe sur la salle. Ruth ne bronche pas. Elle incline légèrement la tête. C'est terminé. La réaction du public est immédiate. Certains journaux fustigent une justice trop rapide. D'autres saluent la rigueur de la cour. Le Manchester Guardian souligne la rapidité glaçante de la procédure, tandis que le Daily Herald publie un éditorial intitulé « La justice sans miséricorde ». Mais quelque chose change. L'opinion publique d'abord, choquée par le crime, commence à être troublée par la peine. Les lettres de lecteurs, publiées dans le Sunday Dispatch, reflètent ce malaise grandissant. Elle n'aurait pas dû être condamnée à mort, il aurait fallu l'écouter. Un autre écrit « Ce n'est pas la justice que j'attends de mon pays ». Des lettres affluent au ministère de l'Intérieur. Des anonymes, des intellectuels, des figures publiques, même des parlementaires demandent la grâce. L'écrivain et journaliste Ludovic Kennedy signe une tribune dans laquelle il écrit « Nous allons tuer une femme brisée, pas une meurtrière ». Le député Sidney Silverman, fervent opposant à la peine capitale, multiplie les interventions à la Chambre des communes pour dénoncer une justice aveugle. Ce que nous punissons ici, ce n'est pas un crime prémédité, mais une société qui a laissé une femme sans autre recours.
La presse féminine, comme Woman's Own, publie des lettres de lectrices bouleversées. Une jeune mère y écrit « J'ai vu en Ruth Ellis le reflet de tant de femmes qui souffrent en silence ». L'Église d'Angleterre elle-même, dans un communiqué diffusé le 10 juillet, appelle officiellement à la clémence, citant la miséricorde comme principe fondamental du christianisme. Si même la religion s'y met, connaissant le passé de Ruth, on va pouvoir la sauver, pas vrai ? D'ailleurs, le débat s'étend même à l'étranger. Des journaux français et américains s'étonnent de la sévérité britannique. Le Monde évoque une Angleterre partagée entre sa tradition judiciaire et son humanité naissante. Le New York Times, dans un article du 12 juillet 1955, parle d'une nation moderne confrontée à ses propres contradictions morales. Le quotidien La Stampa en Italie qualifie l'affaire de tragédie féminine instrumentalisée par le droit britannique. Même le Toronto Star au Canada s'interroge. Pourquoi tuer cette femme maintenant ? Pour venger un homme ou pour venger son insoumission ? À l'étranger aussi, Ruth devient un symbole au-delà de la justice et bien au-delà du fait divers. On s'interroge partout. Peut-on vraiment exécuter une femme, mère de 2 enfants, victime de violences, dans un état de droit ? Pendant que Ruth croupit en prison, une pétition est lancée par le National Council of Women, un collectif influent qui regroupe plusieurs associations féminines à travers le pays. Cette coalition, déjà engagée contre la peine de mort, mobilise ses réseaux dans les jours qui suivent le verdict. Elle récolte des milliers de signatures. Le débat s'enflamme à la Chambre des communes. Mais les autorités ne cèdent pas. Le ministre de l'Intérieur, Gwilym Lloyd George, rejette la demande de clémence. Conservateur et marqué par une ligne politique ferme sur l'ordre et la justice, il reste inflexible malgré la pression populaire. Pour lui, faire une exception serait envoyer un signal de faiblesse à une société qui valorise encore la fermeté judiciaire. Le Premier ministre, Anthony Eden, reste quant à lui très silencieux. La date est fixée, Ruth sera pendue le 13 juillet 1955 à Holloway. Et là, des manifestations sont organisées devant la prison. Elles rassemblent des citoyennes anonymes, des militantes, mais aussi des figures connues comme l'actrice Sybil Thorndike, qui prend la parole publiquement pour dénoncer la barbarie de la peine capitale. Certaines veillées sont organisées à la bougie, la nuit précédant l'exécution. Des femmes viennent avec leurs enfants, d'autres distribuent des tracts appelant à une justice plus humaine. La police surveille de près ces rassemblements, mais laisse faire. Des centaines de lettres continuent d'affluer jusqu'au matin du 13 juillet, comme si une grâce de dernière minute restait possible. Mais en vain. On lit des pancartes « Pas au nom de nos filles » ou encore « Une société qui pend les femmes est une société malade ». Les derniers jours de Ruth sont marqués par un étrange calme. Elle reçoit quelques visites, répond à quelques lettres. Elle ne veut pas de messe et pas de ce pathos qui entoure souvent les condamnations à mort. Elle demande simplement qu'on veille sur Andy et Georgina. Et puis, elle lit beaucoup et parle peu. Elle écrit parfois dans un petit carnet qui ne sera d'ailleurs jamais retrouvé. La veille de son exécution, elle écrit une dernière fois à sa mère « Je ne regrette rien. J'ai eu tort, mais je n'ai plus peur. Protège mes enfants, aime-les pour 2. » Le 13 juillet, à 9h, Ruth est conduite vers la potence. Elle porte un tailleur sombre, elle ne dit pas un mot. Son exécution est rapide et sa vie s'arrête net. Elle avait 28 ans. L'affaire Ruth Ellis marque clairement un tournant dans la société britannique, c'est pour ça que j'ai voulu vous raconter cette histoire. Son exécution choque, bouleverse, divise. Des pétitions sont relancées, des débats sont organisés dans les journaux, à la radio, au Parlement. Il n'y a plus rien à défendre pour elle, mais pour les autres, peut-être. Le lendemain de sa mort, le Daily Mirror titre « Une justice sans cœur ». Le Times, plus sobre, parle d'une exécution historique et dérangeante. En 1957, soit 2 ans après sa mort, la loi commence à changer. Le Homicide Act restreint le cas où la peine de mort peut être appliquée. Et en 1965, la peine de mort est abolie pour les crimes de droit commun. Ça y est, à sa triste manière, Ruth Ellis a fait changer les choses. Sans l'avoir voulu, elle est devenue un symbole. Celui d'une justice aveugle, d'une société qui juge les femmes plus durement que les hommes et d'une époque où l'on préférait punir que comprendre.
Après la mort de sa mère, Andy est inscrit comme pensionnaire au St. Michael's College de Hitchin sous le nom d'Andrew Hornby, le nom de famille de son grand-père, afin de garder son identité secrète. Il aura une vie marquée par le silence et la douleur. Il luttera longtemps contre ses propres démons et se donnera finalement la mort en 1982 à 38 ans. Il a été retrouvé dans un studio peu de temps après avoir profané la tombe de sa mère. Andy a été soutenu financièrement toute sa vie par le juge Cecil Avers, celui qui a présidé le procès de Ruth. Et encore plus fou, c'est l'avocat de l'accusation au procès de sa mère qui a payé ses funérailles. Quant à Georgina, sa fille, elle avait 3 ans quand sa mère a été exécutée. Son père, George Ellis, le dentiste, qui ne l'a jamais reconnue, s'est pendu 3 ans après l'exécution de Ruth. Georgina luttera toute sa vie contre des dépendances et vivra dans l'ombre de cette affaire. Elle est morte à 50 ans en 2001 des suites d'un cancer. En 1969, la mère de Ruth, Bertha Neilson, qui s'était tant occupée de Georgina et Andy, a été retrouvée inconsciente dans une pièce remplie de gaz. Elle ne s'est jamais complètement remise de la mort de sa fille. Des romans, des films, des pièces de théâtre seront consacrés à Ruth. En 1980, la pièce The Ruth Ellis Story relance le débat sur sa condamnation. Le film Dance with a Stranger, réalisé par Mike Newell en 1985, avec Miranda Richardson dans le rôle de Ruth, attire l'attention d'un nouveau public et replace l'affaire dans de nouvelles perspectives. Des documentaires de la BBC reviendront également sur son histoire, interrogeant les failles du système judiciaire et les préjugés de genre. En 2023, une mini-série dramatique intitulée Ruth Ellis, Death of a Woman est diffusée sur ITV. Cette série, très suivie au Royaume-Uni, rassemble plusieurs millions de téléspectateurs et relance le débat sur la justice et les violences faites aux femmes. Elle donne une voix plus intime à Ruth en s'appuyant sur les archives, les lettres et surtout les témoignages de ses proches. Parallèlement, Georgina Ellis, la fille de Ruth, publie en 1994 un livre poignant intitulé My Mother, Ruth Ellis. Elle y raconte pour la première fois sa vie après l'exécution, la douleur du silence, la honte transmise et l'impossibilité d'aimer sans peur. Ce témoignage bouleversant éclaire l'affaire sous un jour plus humain encore, loin des gros titres et des fantasmes médiatiques. Des journalistes, des militantes féministes et des historiens continueront des années durant de questionner la brutalité de sa condamnation et l'acharnement dont elle fut la cible, non seulement en tant que criminelle, mais aussi en tant que femme libre et en dehors des normes. Il ne reste de Ruth que des photographies en noir et blanc, une silhouette figée dans le temps et une dernière phrase dite avant de mourir : « Une vie pour une vie, cela ne peut pas être juste. » C'est la fin de cette saison consacrée à l'affaire Ruth Ellis, la dernière femme exécutée en Grande-Bretagne. Merci de l'avoir écoutée, merci pour votre fidélité. Si elle vous a intéressé, touché ou fait réfléchir, je vous invite à vous abonner, à laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager l'épisode autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve sur Instagram en attendant la prochaine saison et je vous donne rendez-vous très bientôt pour déterrer ensemble un nouveau crime oublié.